Des femmes, il y a des femmes représentantes, une vice-représentante qui est avec nous. C'est dire qu'ils misent beaucoup sur les femmes. Et nous savons que s'il vient aux affaires, les conditions des femmes vont être améliorées. C'est pour cela que nous crions. Nous souhaitons que dès à présent, le pouvoir RHDP nous donne notre droit au vote, nous restitue notre droit au vote et rétablisse notre président qui a écopé injustement de ses 20 ans de prison. Même si c'est avec sursis, mais c'est comme une épée de Damoclès sur sa tête qui l'empêche de mener des actions positives et de revendiquer toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons commencer tôt, de sorte qu'avant 2030, il soit rétabli dans ses droits, qu'il ait une amnistie, et que nous ayons fait notre récépissé, pour que nous soyons sûrs qu'en 2030, Inch'Allah. Merci à la sœur. Merci, allô, voilà. Merci pour ton intervention. Merci pour la proposition. Je pense que c'est entendu par nous tous ici, puisque notre président même du conseil est là. C'est avec eux, c'est avec la jeunesse que tous ensemble nous allons mener ce combat-là. Donc merci pour l'intervention. Allez, s'il y a quelqu'un qui a encore une question ou quelque chose à ajouter, vous pouvez prendre la parole, le micro il est ouvert. Hein. On est à votre disposition. Merci. Les hommes aussi peuvent poser des questions. Ah, voilà le bébé. Ah, le micro n'arrive pas là-bas à inviter. Que la dame a posé, je pense que dire que les femmes du COJEP ont été privées de vote, je pense que c'est pas analogie, pas un fait aussi de stratégie politique. Parce que si mon candidat n'est pas retenu, c'est que moi, on m'empêche de m'exprimer. Donc là, il y a une liberté qui est confisquée. Là, je n'ai pas le choix. Et c'est pour ça que je suis là pour pouvoir rectifier ça. Il n'y a pas de restriction au niveau de la constitution ivoirienne qui fait de la femme un élément qui est isolé par rapport au vote, mais c'est par rapport à l'épée de Damoclès qui pèse sur notre leader, qui ne nous permet pas, nous, de nous exprimer clairement et que nous sommes obligés de voter par défaut. Donc voilà un peu ce que je vous ai dit. Avant qu'on rentre dans les faits, parce que ce que nous sommes en train de faire est suivi par tout le monde et il faut dire les choses telles pour que nous soyons écoutés. Merci beaucoup. Donc vous n'avez pas de droit, vous les femmes, à évoquer. Et je pense que chacune de nous, on s'est retrouvés et nous remercions notre présidente UF Europe. Merci pour ce merveilleux développement, ce déroulé qui nous touche et qui nous interpelle chacune à son niveau. Pas de questions, mais une question. Je prends juste une petite. Oui, bien sûr, c'est notre journée, soyons belles. Merci, camarade présidente Marceline Sondé, pour le brillant exposé que j'ai écouté avec toute mon attention. Voilà, je pense que l'injustice que subit notre parti, nous sommes toutes concernées par ça. Les femmes ici aujourd'hui, nous tous, nous rêvons qu'un jour, c'est devenu un rêve, hein, ce n'est même plus une évidence que le projet est de récépissé. C'est aberrant, mais c'est la réalité. Voilà, c'est l'injustice qu'on subit. On rêve aussi que notre président soit un jour candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ici, quand la présidente parlait, elle a dit qu'il fallait qu'on pose des actions, voilà, pour qu'on soit rétabli dans nos droits. Voilà, et moi, comme ça, j'ai pensé à quelque chose. J'ai l'impression que
C'est vrai, parce que ce qu'on subit, c'est intentionnel. Donc, c'est de l'injustice, c'est de la discrimination. Et là où il y a une justice vraiment délibérée, ils ne veulent pas qu'on obtienne le récépissé, parce que depuis 10 ans, on n'a pas le récépissé. À un moment donné, il est vrai, on va faire des négociations, on va essayer de régler les choses par la justice ou bien de façon politique. Mais quand ça n'avance pas, à un moment donné, il faut combattre. Et le combat, en tant que femme, parce qu'elle a parlé de Marie Corée, je réunis aux femmes de Bassam qui ont marché. Nous sommes des femmes. On sait en Côte d'Ivoire que, ok, quand on annonce une marche, une manifestation, c'est pas évident. Mais en tant que femme, généralement, ils se retiennent. Donc pour nous, on a le droit, la Constitution nous permet de manifester, de nous faire entendre. On peut réclamer notre récépissé. Ce n'est pas insulter quelqu'un, ce n'est pas agresser le régime en place, mais on a le droit de crier haut et fort que nous subissons l'injustice. Donc il faut que nous y pensons et qu'on commence à prendre nos responsabilités, on réclame, parce que ça ne sert à rien d'être là tous les jours, dire COJEP, et on ne peut même pas présenter un candidat aux élections. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et ce jour-là, j'invite les femmes à y penser, à s'organiser et à commencer le combat. Merci. Merci, camarades. Merci, merci, merci. On va avancer, n'est-ce pas? On va avancer dans le thème sociétal. Et nous avons un premier thème intitulé « L'égalité hommes et femmes ». Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? L'égalité hommes et femmes est-elle une réalité en Afrique? Question. Je vous remercie. Donc, ça sera donné par notre VP, la camarade Josiane Dibeu. Merci, parce que c'est toi qui devais tenir mon micro, mais tu me l'as gracieusement légué, et j'espère que je t'honore. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui à la Journée internationale des droits de la femme. Comme on disait, c'est une journée politique pour réaffirmer les droits des femmes et dénoncer toutes les discriminations ou injustices faites aux femmes. Et dans ce cadre-là, nous avons constaté que les femmes subissaient des inégalités. Et donc, pour parler de ce thème, nous avons essayé de voir si cette égalité qu'on prône entre hommes et femmes est une réalité. Prenons par exemple quelques chiffres pour illustrer mes propos. Nous sommes sur Terre, le taux, dans le monde, le taux des femmes dans la population est de 47%. Pardon, dans le monde, le taux de la population est des garçons, des hommes est de 50% et des femmes 49,6%. En Côte d'Ivoire, ce taux est 52% pour les hommes et 47,8% pour les femmes. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à cela, au fait que les hommes sont plus nombreux, mais on remarque qu'ils sont au niveau de l'éducation, ils sont mieux éduqués que les femmes. Prenons le taux de scolarisation des garçons au niveau primaire, il est de 79%, et pour les filles, de 54%. Ça, c'était à l'école primaire. Et lorsqu'on arrive au secondaire, le taux de scolarisation des filles passe à 52% et il est de 58% pour les garçons. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu, selon vous, qu'est-ce qui fait que de 54%, on passe à 52% lorsque les filles arrivent au collège, d'après vous? La grossesse précoce. Merci.
Un mariage forcé. Merci. Donc le mariage forcé et les grossesses précoces. Les hommes vont chercher l'argent. Les hommes s'opposent. Hein? Ils vont chercher l'argent, les hommes. Position des hommes, là. Ils vont chercher l'argent. Les hommes disent, pourquoi mariage précoce? Voilà, donc question. Mais parce qu'on parle de mariage précoce. Bon. Et- Des mariages organisés, des mariages moi, c'est pas direct la mentalité des parents. Camarades, la mentalité des parents. Lui donne la parole au camarade. Oui. Est-ce que la camarade peut se lever et venir vers nous? Et puis, on va faire parler un homme après. Donc, camarade parrain, tu nous diras ton... Personnellement, je pensais à la mentalité des parents qui souvent, quand ils ont plusieurs enfants, les filles et les garçons, ils préfèrent scolariser les enfants les garçons jusqu'à l'université plutôt que les femmes. Voilà. Donc, ce qui fait que lorsque Le taux diminue, voilà. lorsque un enfant doit aller au troisième, entre l'homme et la fille, On prendrait le garçon. Merci. Ok. Notre parrain, un mot, tu peux te lever. Je sais que tu n'as pas encore dit ton mot. Non, il a dit quelque chose. C'est pourquoi oui, il a dit pourquoi. Donc il va nous expliquer. Non, il va nous expliquer. Voilà le micro. Avec mes présidents, ça va nous expliquer. Oui. On va comprendre aussi. Non, quand tu as dit, quand la modératrice, merci, elle a dit mariage forcé, je dis pourquoi forcément mariage forcé? Et il y a une dame derrière qui, à mon sens, a dit le thème le plus juste. Donc, c'était quoi le thème? Précoce. Mariage précoce. Effectivement, puisque nous sommes dans un cadre scolaire, la plupart de ces jeunes enfants ne sont pas toujours en âge d'aller se marier. Parlons déjà de mariage précoce. Maintenant, forcé, ça sera quelque chose d'autre à discuter. Savoir pourquoi je dis pourquoi. Merci notre parrain. Merci. Je veux quand même qu'on fasse la nuance hein, entre la précocité du mariage, qui est un fait qu'on constate, puisqu'elle est jeune et elle va se marier, et puis l'aspect forcé du mariage. Ouais, parce que celle qui a 14 ans, qu'on marie à un homme, le mariage est précoce, mais elle est obligée, on l'oblige. Je ne vais pas faire de discrimination, mais je pense que la région où c'est plus propagé, c'est dans le nord. On ne demande même pas son avis. Pour lui dire qu'elle est jeune, qu'elle ne doit pas le faire, ou bien qu'elle doit y aller, elle doit faire attention. Non, elle doit se marier. On ne demande même pas son avis. Un beau matin, on la soulève et on dit, on t'amène chez ton mari. Voilà. Donc, ils vont de pair. Merci. Merci. On continue le débat et l'exposé de notre BP. Je vous en prie. il y a d'autres interventions? Il y a d'autres interventions. Ah, d'accord. Maintenant, il y a une main de service. Il faut faire qu'on participe à ça. Ok. Est-ce qu'elle peut venir? Elle peut voilà, venir s'exprimer. Tu nous déclines ton nom. Voilà, ici, là, juste le micro, juste là sur la table. Et tu nous expliques un peu ton idée, ton avis. Merci camarade. Je prends le micro parce que je voudrais présenter cette camarade-là, qui est une amie et qui est au projet et qui m'a dit comme ça hier que pas le responsable, pas l'heure. Donc camarade président du conseil, on va se parler. Alors je vous la présente, c'est Clarisse Nita. Voilà, passe un peu devant. Elle est beaucoup timide, je connais, c'est mon amie. Donc, elle est au COGEP et le VP sait ce qu'elle fait pour le COGEP. Alors, donc, camarade Clarisse,
choisons de vivre. On va se dire tout. Aujourd'hui, on se dit tout. Il n'y a pas honte dans ça. On est entre nous femmes. À toi la parole, camarade. Merci, camarade. Je vous en prie. Merci et bonjour à tout le monde. Je dirais qu'une des faibles causes de la scolarisation au niveau des filles, oui, il y a aussi la pauvreté. La pauvreté dans les familles. Parce que lorsque les parents sont pauvres, ils choisissent plus le garçon que la fille. Et puis aussi, quand la famille est nombreuse, la maman rappelle la fille pour pouvoir l'aider au niveau des travaux domestiques. Donc du coup, les femmes sont moins scolarisées, aussi à cause de la pauvreté chez nous en Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, camarade. Merci. Merci pour ta participation. Merci pour ta venue. Et vu que tu as été recommandée par notre grande présidente, nous te recevrons à bras ouverts. Donc, merci à toutes les intervenantes et aux intervenants qui ont permis d'enrichir cet exposé. Alors, donc, ce droit à l'éducation. D'accord. Oui. Les sujets ne doivent pas être toujours présentés comme une opposition par rapport à un élément ou deux éléments dans une société. Parce que l'injustice dont nous parlons est une injustice anthropologique et culturelle. Vous savez, c'est la société. Et donc, quand on vient et qu'on pose ces problèmes, il faut les poser véritablement dans leur cadre pour qu'on ait un bon diagnostic. Voilà. Pour qu'on ait un bon diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est ce qu'elle a soulevé tout à l'heure. La famille qui est pauvre, la maman même qui est femme, mais qui appelle sa fille de venir à l'école. Est-ce que c'est un problème qui est masculin? Non. Donc il faut orienter ces réflexions-là sur cette société pour jouer sur cette société. C'est pour ça qu'il est très important de le poser dans le cadre du COGEP parce que nous, oui, nous voulons changer ces choses. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et ça, c'est notre président. Oui, on a une camarade qui veut intervenir. Elle peut se lever. Marie. Marine. Ah, Mariam. Mariam, un dernier mot, viens. Oui, mais c'est le débat, c'est comme ça. Tu voulais partir, mais non, tu ne partiras pas. Non. C'est comme ça, Mariam. Nous, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Parce que monsieur a vraiment bien parlé, parce que effectivement, tout est dans le cadre anthropologique, c'est vrai. Mais je parle du personne aussi que nous sommes une société patriarcale en Afrique. Et ça reste encore une société patriarcale. Pourquoi la maman n'appelle pas le garçon? Pourquoi la maman n'appelle pas le garçon? Toujours ce sont les filles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une éducation. Moi, je pars toujours du principe que nous sommes en 2026. Les sociétés évoluent. Toutes les sociétés évoluent, sauf les sociétés africaines. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut repartir de l'éducation de base. Ça veut dire que malheureusement, il faudra rééduquer les parents pour faire comprendre que l'éducation est importante, tant pour les filles, tant pour les garçons. Donc, il n'y a aucun parent qui va rappeler un garçon pour laver une casserole. On va toujours rappeler les filles. Donc, notre société patriarcale, je ne dis pas qu'elle doit changer demain, parce que malheureusement, nous sommes ancrés. Mais par contre, ce qu'on doit refuser, et là je parle aux femmes et aux parents érudits, vous les hommes d'aujourd'hui, vous qui êtes responsables de notre société d'aujourd'hui, s'il vous plaît, cette nouvelle génération qui naît, parce que j'ai vu deux jeunes filles tout à l'heure, je ne sais pas si elles sont dans la salle, une qui fait bureautique, l'autre qui avait 14 ans, si elles sont parties. Oui, la petite de elles sont là? Notre présidente. La petite de notre présidente. Il faut protéger la jeune génération. Donner à la jeune génération toutes les capacités nécessaires pour faire des études. Faire des études, ce n'est pas aller à l'université seulement. Faire des études, c'est donner la capacité à vos enfants de faire ce qu'ils souhaitent et qui sont capables de le faire en fonction de leurs besoins, de leur vision de vie. Avoir une éducation, c'est de se dire que si je me lève le matin, je peux m'en sortir. Et
éduquons nos enfants pour qu'ils puissent s'en sortir dans cette jungle humaine qui date maintenant du XXe siècle. Ça, c'est vraiment, moi, le message que je souhaite faire passer, parce que je suis aussi dans les associations, j'ai une fondation, je vois ce qui se passe sur le terrain, je suis une femme de terrain, mais l'éducation de nos enfants d'aujourd'hui, de ces petits bouts qu'on voit là, c'est pas de les rappeler pour rester à la maison, c'est de leur donner une éducation pour s'en sortir dans cette jungle humaine du XXIe siècle. Oui, Mariam, ne pars pas trop vite. Vous allez me accorder quelques minutes, Présidente. Elle m'a interpellée sur un sujet politique. Comme elle... Attends, non. Calme-toi. Calme-moi. Non, on se connaît. Pourquoi je dis ça? Parce que mon VP en parle tout le temps. Je suis SGA. Je fus SGA. Et mon président m'avait toujours dit, qu'il y a une relation entre la politique que nous faisons du COGEP et les politiques sur le territoire, c'est-à-dire ici, la Belgique. Et elle en parlait. Donc ça m'a interpellée, si vous permettez, avant qu'elle ne parte, qu'elle nous dise deux mots, puisque c'est aussi un sujet que le COGEP relève tout le temps. Je t'en prie, Mariam. On revient un peu en arrière par rapport aux politiques, mais on va continuer. Désolée, parce que je vais partir après. En fait, voilà, je parle vraiment avec le cœur, mesdames, messieurs, et avec toute humilité. Je suis une combattante de l'humain. Quand je parle de l'humain, c'est la personne humaine. On voit trop de choses dans les pays qui nous accueillent. J'aime pas entendre, par exemple, dire les migrants. Moi, je parle des personnes issues des migrations, qui viennent avec des valeurs intellectuelles et manuelles. Qui peut me dire dans cette salle qu'elle est dans une association autre que le COGEP, autre qu'une association ivoirienne? Levez la main et dites-moi qui est dans un parti politique ici. Levez la main et dites-moi qui est dans une association quelconque. Levez la main et dites-moi qui côtoie des Turcs, des Arabes, des Chinois, des je ne sais quoi. Levez la main et dites-moi qui est dans d'autres structures. C'est important. Vous êtes des hommes érudits. Je ne vous parle pas à vous, parce que vous êtes des intellectuels. Je ne vous parle pas à vous. Vous êtes des intellectuels. Ça se voit. Ce que je souhaite, c'est que tout ce que vous avez comme capacité, donnez ce savoir à ces jeunes, donnez ce savoir à ces femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas allées à l'école, c'est pas grave. Mais cela n'empêche, on peut avoir une capacité de réflexion. Il faut avoir l'esprit critique. Il faut douter. Il faut discuter. Il faut partager. C'est ça que je dis. Je souhaiterais que, comme dit Madame la Présidente, lorsqu'on va sortir d'ici, on doit repartir avec quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pris à la journée du COGEP? Moi, en sortant d'ici, je vous assure, j'ai beaucoup appris en quelques heures. Qu'est-ce que vous aurez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Je voudrais qu'à partir de lundi, que chacun de vous se dise, je vais aller dans tel parti politique. On s'en fout que ce soit le MR, le écolo, CDH, PS. Si vous voulez apprendre, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde. Prenez sur vous. Pleurez. Restez digne, levez la tête, levez le menton. Rentrez là où on ne veut pas que vous rentrez. Rentrez là où vous voulez. Les autres ne veulent pas que vous rentrez. Écoutez ce que je vous dis. Là où les gens ne veulent pas que vous rentrez, rentrez là. Et vous saurez ce qui se passe. Donc dès lundi, dans chaque pays, rentrez dans vos partis respectifs, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Allemagne. Bon, voilà. Donc nous continuons. Merci. Merci, chère Mariam. Merci pour tes conseils. L'intervention pour l'enrichissement que tu as apporté au débat. Donc on va conclure la partie sociétale qui nous concerne, l'égalité donc entre l'homme et la femme. Donc nous avons vu cette égalité sous le prisme de l'éducation, de l'accès à la terre, à l'accès à la propriété, l'accès au salaire équitable entre l'homme et la femme, parce que nous pensons que c'est par l'éducation des familles, des filles, que nous allons réussir à rehausser le taux de scolarité d'abord, et ensuite permettre à la femme de rester digne et de rester dans
dans une optique d'autonomisation, de se prendre en charge elle-même, pour ne plus que nous entendions autour de Noël, de fêtes de fin d'année. C'est combien le transport? 500? Voilà, 250. Non, c'est une blague que je n'ai jamais supportée, sincèrement, en tant que femme. Donc, en cette journée des droits de la femme, j'invite nos femmes, nous, femmes du COGEP ou pas COGEP, à nous prendre en main, à ne plus être dépendantes financièrement des hommes, parce que si nous avons droit à l'éducation, si nous allons aux mêmes écoles que les hommes, nous pouvons avoir et faire les métiers que les hommes font. Par exemple, je suis chauffeur VTC, chef d'entreprise, chauffeur VTC, parce que je voulais gagner suffisamment d'argent, autant que les hommes. Je vous dis que c'est une affaire de longue haleine, mais ça me permet aujourd'hui d'être plus autonome. On peut acclamer ça. Voilà. Ça me permet d'être plus autonome. Voilà, vraiment. Et donc, ça me permet de faire la transition et de passer aux femmes qui vont nous parler d'autonomie. Donc, effectivement, merci. Et voilà, vous parlez d'autonomie des femmes pour demander que les femmes aient accès. Ah oui, pardon. Voilà. Ok. Bon, puisqu'on a eu des débats. Donc, mais bon, voilà, donc, les conquêtes que les femmes doivent encore gagner, juste pour cette partie, un accès aux terres, parce que les femmes ne sont pas propriétaires des terres, pour des raisons de coutume. Par exemple, moi je suis du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, pour des raisons de coutume, je ne peux pas hériter des terres de mon père. Parce que d'après la coutume, j'irai me marier et c'est chez mon mari que j'aurai à avoir des terres. Seulement que, je touche du bois, si mon mari, quelque chose lui arrive là-bas, je ne peux pas non plus hériter, puisque c'est son frère qui va hériter. Donc lorsque je serai au soir de ma vie retraitée, je n'ai rien de mon père, je n'ai rien de mon mari, je serai quoi? Donc c'est une injustice qui est faite aux femmes africaines. Et même si les lois existent qui autorisent que la femme soit propriétaire terrienne, mais dans l'application, cela n'est pas fait. Donc nous avons beaucoup d'éducation à faire, beaucoup de sensibilisation à faire aux familles pour que, enfin, tous les droits des femmes, que nous puissions avoir ces mêmes droits que les hommes. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'égalité et de justice. Voilà. Donc cette journée permet de sensibiliser dans ce sens. Merci, vraiment, merci pour ce merveilleux débat et cet exposé, camarade VP, Josiane Digueux. Je pense qu'on va passer alors, selon, n'est-ce pas, Présidente, on passe à l'autre panel que je vais annoncer. Hein. Donc ici, nous avons le panel présenté par la Belgique, dont le thème est « Peut-on parler de l'autonomisation de la femme en général et en Afrique en particulier ?» Je reprends. Peut-on parler de l'autonomisation de la femme en général et en Afrique en particulier? Camarades de la Belgique, je vous laisse la parole. Merci. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Alors, je suis la camarade Bléouzi, secrétaire adjoint UF Belux. Alors, le thème qui nous a été donné en réflexion est l'autonomisation de la femme en général et de la femme africaine en particulier. Alors, l'autonomie de la femme est aujourd'hui un enjeu majeur du développement humain et social. Elle consiste à donner aux femmes les moyens d'exercer pleinement leurs droits, de prendre des décisions concernant leur vie et de participer activement à la société. Cela passe par l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, mais aussi par la reconnaissance de leur rôle essentiel dans tous les domaines, que ce soit politique, économique et social. Qu'en est-il exactement? La femme est-elle réellement autonome? De manière générale, l'autonomisation des femmes
favorise le progrès des sociétés. Une femme instruite et indépendante contribue non seulement à son bien-être, mais aussi de sa famille, de sa communauté et également de sa nation. Elle est plus à même de défendre ses droits, d'éduquer ses enfants, de participer à la vie économique, politique et sociale de son pays. Ainsi, investir dans la femme revient à investir dans l'avenir. Dans de nombreuses régions du monde, en Afrique en particulier, les femmes continuent à faire face à des inégalités. Ces obstacles sont liés à des traditions, à des normes sociales ou à un manque d'opportunités. C'est particulièrement le cas en Afrique, où la situation de la femme présente à la fois des défis importants et des évolutions encourageantes qu'il faut notifier. La femme africaine occupe une place centrale dans la société. Elle est souvent le pilier du foyer, actrice de l'économie informelle et gardienne des valeurs culturelles. Malgré cela, elle est parfois confrontée à des difficultés telles que l'accès limité à l'éducation, le mariage précoce, les inégalités professionnelles, notamment salariales, ou encore le manque de représentation dans les instances décisionnelles. Toutefois, des progrès significatifs sont visibles. De plus en plus de femmes africaines accèdent à l'éducation, entreprennent des activités économiques et occupent des postes de responsabilité. Des initiatives locales et internationales encouragent leur autonomisation à travers des progrès de formation, de microfinance et de sensibilisation. Pour conclure, l'autonomisation de la femme en général et de la femme africaine en particulier est un processus indispensable pour bâtir une nation plus équitable et prospère. Bien que des défis subsistent, les progrès réalisés montrent qu'un changement est possible. Toutefois, parler de la femme au COJEP, ce n'est pas seulement célébrer une présence, c'est exiger son autonomie réelle. L'autonomisation n'est pas un slogan, mais plutôt une urgence. Une femme autonome, c'est une famille équilibrée, une communauté forte et une nation souveraine. Que ce soit par l'éducation, l'entrepreneuriat ou l'accès aux responsabilités politiques, nous devons briser les plafonds de verre. Ici en Europe, comme en Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de donner aux femmes les moyens de leur liberté. Car au COJEP, nous croyons fermement qu'investir dans le potentiel de la femme, c'est garantir le succès de tout notre combat de libération. Car la place de la femme n'est pas à la cuisine, comme certains s'amusent à le dire, mais plutôt dans les instances de décision à grande et petite échelle. Vive les femmes du COJEP, vive les femmes ivoiriennes, vive les femmes du monde. Je vous remercie. Bienvenue au COJEP. Bienvenue. Nous sommes toujours au COJEP. Nous ne sommes pas dans un endroit. Non. On est au COJEP. C'est ça, le COJEP de Charles Blé Goudé. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions par rapport au panel présenté. Nous avons parlé ici donc de l'autonomisation de la femme. Elle a tenu à expliquer plusieurs points. Elle a touché plusieurs points de l'autonomisation de la femme. Donc de ce fait-là, est-ce que quelqu'un a une question? Interréaction, c'est ça, hein, président? Interréaction, interagir, parce que si quelqu'un, en dehors de ce qui a été dit, a quelque chose à dire, elle se lève. Le temps court.
Donc, bientôt, la journée sera terminée. Dis-nous quelque chose, chère femme. Profite de ton temps. Donc, je laisse la parole. S'il n'y a pas de questions, si quelqu'un n'a rien à dire au niveau de l'autonomisation, on va aller de l'avant parce que le temps court en même temps. Donc voilà, l'autonomisation de la femme. Merci camarade Magui. Je vous en prie. Je vais juste renchérir ce que la camarade vient de dire. Merci pour l'exposé. Et je vais juste dire que les hommes, nos hommes ici dans la salle, ne vont pas me dire le contraire. Un homme qui a une femme autonome financièrement, elle est plus heureux. Parce que c'est vrai que, voilà, nous sommes en Europe. Voilà, il y a des familles où les tâches sont déjà partagées dès le départ pour ceux qui ont des couples mixtes. Mais même pour les couples africains, typiquement africains, quand la femme est autonome, quand elle travaille ou quand elle a un revenu mensuel, mais c'est l'homme qui est le plus heureux. Parce que la femme ne calcule pas. Elle ne va pas forcément attendre son mari pour payer la chaussure de son enfant, pour payer forcément l'habit de son enfant. Voilà. Elle peut même des fois demander, mais juste parce qu'elle veut la participation de papa. Mais sinon, elle le fait sans demander. Donc, pour moi, c'est de dire à nos hommes que c'est bon pour eux. Donc, c'est à eux-mêmes d'œuvrer pour ça, pour que la femme, la jeune fille, soit autonome. Si elle est autonome, c'est son mari qui gagne. Si les papas, si la femme est autonome, ben, c'est le mari qui bénéficie d'abord avant même qu'elle ne pense à sa famille. Parce qu'elle, c'est son foyer d'abord. Donc, du coup, voilà, l'exposé, je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de questions. Parce que nos hommes sont convaincus que c'est la réalité et c'est ce qui est bon et c'est ce qu'ils doivent faire. Voilà, merci. Le mot de la présidente Marceline Sondé, oui, ça mérite d'être acclamé, parce que voilà, encore. Allez, on y va un peu, voilà, exactement. Voilà, donc nos hommes n'ont rien à dire, voilà. Ah ben non, camarade Parrain. Bon, présidente, ainsi soit-il. Ok, ben oui, on te reçoit un peu... Oui, bien évidemment que oui. Je crois que je veux faire un peu trop de fête. Mais je n'en doute pas. En fait, je vais me trouver en fait. Est-ce que l'autonomisation dont nous parlons s'applique à la société dans laquelle nous vivons? Question. Et si elle s'applique à la société dans laquelle nous vivons, quel est le pourcentage de femmes volontaires à l'autonomisation qui ne sont pas autonomes? Voilà, vas-y. Merci au BP MECO pour la réplique. Au jour d'aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas de pourcentage. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes ici aujourd'hui, c'est la journée de la femme internationale. Mais nous avons dit en particulier la femme africaine. Et c'est cette femme africaine qui est au COGEP. Donc c'est à celle-là qu'on s'adresse aujourd'hui. Alors quand il y a encore des maris qui refusent que leur femme fasse un travail de secrétaire parce que, soit disant que son patron peut plus la voir que lui à la maison, ben c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et en Afrique, ce qui moi me touche, c'est que les hommes aient le droit de dire ça, d'imposer ça. Ou est-ce que ma femme ne va pas faire ce travail parce que je ne veux pas? Ou si elle fait ce travail, il y a d'autres même qui vont dire si elle fait ce travail, elle va me dominer. Et par amour, des fois, elle se laisse faire ou elle le fait avec difficulté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que cette dernière, quand le monsieur va se rappeler qu'il n'est pas à sa hauteur,
elle n'a pas son niveau, ou qu'elle n'est plus belle pour lui, mais il la renvoie sans même réfléchir que hier, il a empêché d'être autonome. Et si elle a la chance qu'il lui garde les enfants, qu'elle passe seule. Mais sinon, il lui donne et les enfants, et elle-même de partir, mais pas avec quoi. Qu'est-ce qu'elle devient? Que deviennent les enfants? Donc, je n'ai pas le pourcentage, mais je sais que ça existe. Merci, camarade. Merci, camarade parrain. Aimé Kourou. Je donne juste les taux. Je vous donne la parole, madame. Voilà, donc, non, mais attends. Non, mais Non. Quand même. Donc ici, notre présidente a répondu, camarade VP. Comme quoi, honnêtement parlant, Je vais essayer de parler un peu plus fort au lieu de... Je vais essayer de répondre au parrain. Je pense qu'ici, on ne peut pas parler de taux. Parce que la plupart des femmes ici ont reçu une éducation. Elles ont été scolarisées et ici, il y a des formations qui permettent à chaque personne, femme comme enfant, de se prendre en charge. Et lorsque ces femmes sont en incapacité, ou peut-être des raisons de maladie ou bien de, je ne sais pas, pour quelque chose qui peut arriver, l'État permet à ces femmes de pouvoir être autonomes en les aidant. Donc, parler de taux ici, je dirais qu'il n'en existe pratiquement pas. Voilà la réponse que j'attendais. Oui, mais moi, ça vient. Nous ne sommes pas pressés. Je vais répondre. Quand on parle d'autonomisation, on parle de l'activité de se prendre en charge de nos enfants. Donc le taux d'activité, le taux d'activité économique. C'est la même chose. Oui, contrairement aux femmes africaines, qui n'ont pas toutes reçu de formation. Et même quand on leur donne les moyens d'être autonomes, il y en a qui ne peuvent pas. Parce qu'elles ne savent peut-être pas lire, elles ne savent pas gérer le fonds qu'on leur donne. Donc ça fait que malgré l'aide, elles ne peuvent pas vraiment être autonomes. Donc je dis que l'autonomisation de la femme passe par l'éducation, la formation et voilà l'enseignement. Voilà, et ça, c'est quelque chose. Merci, camarade. Je vais laisser. Dame, venez vers nous. La parole. C'est juste pour ajouter à ce que passé. C'est juste pour dire qu'en 2026, j'estime qu'en tant que femme ou jeune fille, nous avons plusieurs moyens à notre disposition, que ce soit les réseaux sociaux ou, je ne sais pas, de tout pour pouvoir être autonome. Peu importe qui notre compagnon va dire, notre mari ou quoi que ce soit. On ne va pas se permettre à un homme de nous dire ce qu'on doit faire pour être autonome ou bien, enfin, c'est inadmissible quoi. Donc, soyons femmes et prenons nos responsabilités et voilà. Prenons nos responsabilités. Le mot est sorti. Non, bébé. Président. Le président dit quelque chose. Vous dire quelque chose. Mon président. Non. Elle n'a pas fini? Oui, je ne dis pas non. Donne-lui le micro. Vas-y, bébé. Vas-y, président. Jean-Claude. Je prends la parole, je ne prends pas la parole en tant que président du Conseil européen. Je prends la parole en tant que participant à ce séminaire. On accorde cela. Vous dites toujours les mêmes choses. Mais vous oubliez un fait. Vous oubliez un fait. Et c'est pour ça que je suis content que vous en parliez, femmes du COGEP. Pour que le COGEP prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, pour que cela soit une réalité. Parce que tout ce que vous dites là, on a ça dans les tests organiques de la Côte d'Ivoire. Elle a parlé d'éducation. En Europe ici. Moi je prends un peu, toujours, je prends le cas de ma petite famille. Ma fille Sidonia qui a 25 ans. Une fois j'étais à la maison, elle a préparé. Et elle a oublié que je dormais en haut. Et puis je suis descendu, elle a fini de manger. J'ai dit, c'est plutôt bien qu'il m'a pas donné à manger. Elle dit, moi je ne savais pas que tu allais manger aussi. Après, moi, je dis, c'est comme ça que je fais. Le réflexe un peu de
d'homme là pour montrer à la fille que. Voilà. Donc demain, c'est ce que tu vas faire à ton mari. On est à la maison. S'il prépare, il mange. Si moi j'ai envie de préparer, je prépare, mais je ne peux pas préparer spécialement pour toi. C'est une manière de dire que ici l'éducation est là. C'est une chance pour véritablement donner l'assurance à la femme. Et puis, quand cette femme-là est en difficulté, il y a des mesures gouvernementales qui accompagnent cela. C'est cela qui vous manque dans ce que vous avez dit. Il faut parler des pouvoirs publics. Et ces pouvoirs publics, nous devons les avoir. Parce que pour l'instant, nous ne les avons pas. Nous faisons de la sensibilisation, nous en parlons. Mais pour que cela soit effectif, il faut intensifier l'action politique. Pour que Charles Blé devienne véritablement candidat. Et puis vous aussi, il faut plusieurs femmes pour porter ce parti-là. Je vais vous donner la chance. Merci. Oui, Monsieur Jean-Claude Niawa, camarade Jean-Claude Niawa, tu n'es pas là pour, n'est pas en tant que président du Conseil européen, Monsieur camarade Jean-Claude Niawa. Je vous remercie. De ce fait-là. Oui, effectivement, l'autonomisation des femmes aujourd'hui est une réalité qu'il faut prendre à bras le corps. Pourquoi? Mon identité, oui, je suis le camarade Jean-Axel Bailly. Je suis le premier secrétaire général de la jeunesse du parti en Europe, militant du COJEP depuis 2005 à la base du lycée technique, élément de base de la communication du président et du parti, conseil spécial du président Jean-Claude Niawa et de la présidente de l'URP. Merci. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité dans notre pays. Le cacao est à 1200. Le cacao est à 1200, c'est à 2800. Qui supporte ça? Ce sont nos braves paysans. Mais grâce à qui ils peuvent essuyer leurs larmes? Grâce aux femmes. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui vendent du piment, il y a des femmes qui font de la couture, il y a des femmes qui sont autonomes parce qu'elles ont une éducation. Et c'est ce qu'il faut amplifier lorsqu'on va venir au pouvoir. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit au pouvoir pour ne plus supporter ce genre de fluctuations liées aux marchés internationaux. Parce que un homme, c'est le paysan. Qu'on le veut ou non, le cacao qui nous supporte est supporté par les paysans et non les paysans. Mais c'est parce que le paysan a une femme à la maison que le pays peut rester debout. Le pays peut rester debout grâce aux femmes, grâce à cette autonomisation. Merci. Ça s'applaudit. Merci camarade. UJ, c'est ça? Bref, c'est pour. D'accord. Ex-UJ. UJ Belgique, tu te retrouves un peu dans ce qu'on dit là. C'est bon, ça va? Tu auras la parole bientôt, hein, je vous remercie. De ce fait-là, on a notre camarade. Il y a une personne, c'est ça? S'il vous plaît. On va clôturer, hein, voilà. Tout ce qui est bon a une fin. Donc, il ne faut pas avoir indigestion de. Voilà, camarades. D'accord. Je crois que nos hommes au COJEP ont compris que la femme COJEPienne doit être autonome. Ils ont compris. Financièrement, parce que c'est aussi une force du parti. Si on veut prendre le pouvoir, on a besoin de femmes fortes. Voilà. Donc, moi, j'aimerais parler ici de l'autonomisation de la femme africaine en Europe, dans la diaspora. Parce qu'il est bien vrai qu'ici, depuis le bas âge, ceux qui sont nés ici, ils ont beaucoup de possibilités, ils reçoivent l'éducation. En tout cas, ils peuvent choisir leur chemin. Mais nous arrivons ici à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans souvent. Voilà. Et nous, quand nous arrivons ici, on fait face à beaucoup de difficultés. Voilà. D'abord, les problèmes de papier, ou bien le mariage, le mari qui n'est pas trop pour l'autonomisation de la femme. Voilà. Voilà, on a des difficultés et on traîne.
on se retrouve sans formation, sans études. Voilà, ou bien on est maman, on est au foyer, et puis voilà, on oublie nos rêves qu'on avait. Moi, aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser les femmes. Voilà, il n'est jamais trop tard pour réaliser ou pour atteindre son rêve. Moi, j'en suis un exemple palpable. Je suis venue ici, j'ai traîné, j'ai mis du temps, mais à un certain âge, je me suis dit non. Ici, on va dire l'Eldorado, c'est le pays de toutes les possibilités. Même à 50 ans, tu peux aller à l'école. À 60 ans, tu peux toujours faire des études et devenir ce dont tu as rêvé quand tu étais en Côte d'Ivoire. Certains moments, ils ont le bac, ils ont abandonné les études, ils sont venus ici et puis tu travailles quelque part et tout ça. On peut atteindre tout ce que les Européens ont atteint, quel que soit l'âge. Donc, je veux inviter la femme COGEP à ne pas s'oublier et donc d'oser d'aller frapper la porte, rentrer là où tu penses ne pas arriver. Et puis, tu vas obtenir ce que tu cherches. À force de frapper à des portes, tu vas atteindre tes objectifs. Et le COGEP a besoin de ça. Il a besoin de femmes fortes. C'est une musique, comme la camarade Pascal Mangui l'a dit tout à l'heure, on peut devenir érudit à 60 ans. Merci. Inscrivez-vous au COGEP. Rejoignez-nous au COGEP. Ceci étant, je laisse la parole. Non? Ok. Si ça va pas là-bas, tu vas te lever. Je peux me déplacer. Ouais, tu peux te lever. Tu peux te lever à ton discours. Ouais. Oui. Voilà, notre dernière panéliste. La chance de ce pays-là où nous sommes, c'est qu'ils ont fait une éducation à la jeune fille qui permet aujourd'hui à la femme d'avoir un taux d'activité en Europe, enfin en France. C'est la population âgée de 15 ans a un taux d'activité de 51% pour les femmes et de 59,5% pour les hommes. Donc c'est là que c'est vers ces chiffres-là que nous voulons tendre également en Afrique. Donc permettre aux jeunes filles d'être scolarisées et après, au sortir de leurs études, ou même si elles n'ont pas fait d'études, d'avoir une activité économique qui va lui permettre de s'occuper de sa famille. Donc voilà, c'était ça. Donc l'entrepreneuriat en fait partie. Et donc c'est la camarade Zebli qui va donc poursuivre le panel 3. Merci. Merci camarades. Bonsoir à tous. Bonsoir chers amis. Je vais me présenter rapidement, mon nom c'est Rita. Donc je suis secrétaire de la solidarité de l'Union des femmes du Benelux. Voilà. Et à côté de ça, je suis entrepreneur dans le bien-être et la santé. Voilà. Dans mon quotidien, vraiment, j'accompagne des hommes et des femmes vers un mieux-être et une autonomie financière en tant que conseillère dans une société qui s'appelle LR Health & Beauty. Voilà. Pourquoi est-ce important de le préciser aujourd'hui? Parce que mon métier m'apprend chaque jour qu'une femme qui prend soin de sa santé se cultive sa confiance en elle et qui bâtit sa propre indépendance économique est une femme qui ne demande plus sa place. C'est une femme qui prend sa place. Regardez-moi. Regardez la femme assise à côté de vous. Nous ne sommes pas seulement les piliers de nos foyers, nous sommes des architectes de l'Afrique de demain. Merci là-bas. Si l'on me demande aujourd'hui si la femme africaine est capable d'accéder à de hautes fonctions
et de les assumer, ma réponse ne sera pas un simple oui. Ma réponse est « elle l'a toujours fait ». Pourtant, soyons lucides, notre chemin n'est pas un long feu tranquille. S'engager et entreprendre en tant que femme, c'est encore trop souvent faire face à un triple défi. 1. Le poids des préjugés. On attend encore de nous que nous restions dans l'ombre, questionnant notre légitimité, là où on applaudit celle des hommes. Point 2. La double journée. Concilier la gestion d'une ambition et la charge mentale du foyer reste un combat quotidien contre l'épuisement. Point 3. L'accès aux ressources, que ce soit le crédit bancaire ou les réseaux d'influence, les portes s'ouvrent souvent moins vite pour nous les femmes. Mais écoutez bien ceci, ces obstacles ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Ils ont forgé en nous une discipline et une créativité que ceux qui ont tout eu facilement ne connaîtront jamais. Chaque nom que nous avons reçu a nourri le lui que nous nous sommes donnés à nous-mêmes. C'est précisément parce que nous avons appris à naviguer dans l'adversité que nous sommes les plus qualifiés pour diriger dans la tempête. L'entrepreneuriat n'est pas qu'une question de profit. C'est notre voie vers la liberté. Qu'il s'agisse des Nana Benz en Afrique ou aujourd'hui des leaders, la femme africaine s'est créée la valeur à partir de rien. Par mon activité chez LR, donc une compagnie allemande avec laquelle je travaille depuis plus de 6 ans, je vois des femmes se transformer, d'accord, devenir des chefs d'entreprise, gérer des équipes et stabiliser l'économie de leur famille. Cet esprit d'entreprise est le moteur de notre continent. Une femme qui réussit, c'est toute une communauté qui s'élève. Alors, sommes-nous capables d'assumer de hautes fonctions? La réponse est dans nos résultats. Une femme aux responsabilités, c'est une gestion rigoureuse, une vision empathique et une efficacité redoutable. Nous ne sommes pas un plan B, nous sommes le moteur de la performance, donc nous sommes le plan A. Osons entreprendre. Donc je finis mon propos. Vive l'Union des femmes COGEP Europe, vive les femmes ivoiriennes, vive les femmes du monde entier et ne vous laissez pas démotiver, soyez fortes et on réussira tous ensemble. Je vous remercie. Merci camarades, merci camarades. Venez au COGEP. Venez au COGEP. UF là, c'est ça que ça. Camarade Zebli, merci. Donc, vous voyez, nous avons passé une excellente journée, un moment agréable, mais je dirais pourquoi? Parce que les femmes sont numéro 1. Nous sommes le plan A et non le plan B. Alors, voilà. Donc, nous tirons à notre fin. Le panel tire à sa fin.
Et nous allons appeler notre parrain. Notre parrain qui est un ami. C'est un ami de longue date. C'est un ami. Vous savez, au COGEP, c'est ça. Hein? Il n'y a rien d'autre. Et je pense qu'un jour, au Benelux, on va prendre, après tout ce qui s'est passé là, on va prendre un stade. Comme à Abidjan. On va prendre un lieu, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Strasbourg, que ce soit en Hollande, que ce soit en Suisse, en Allemagne. Nous prendrons ici en Europe un grand stade pour parler du COGEP de Charles Blé Goudé. De Charles Blé Goudé. De Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je laisse la place à notre parrain du jour, qui est le VP Emeko. Camarade VP, tu as toute la place pour nous dire ce que tu penses de ce moment. Comme je l'ai dit, tu es quelqu'un qui m'a beaucoup appris, camarade. Ouais, il me coupe en même temps parce qu'il dit, ok, voilà, tu me remercies. Attention, je t'en prie. Donc voilà, je le laisse. Merci à la modératrice de Jean pour cette présentation excellente. Je veux dire merci à la présidente des femmes du COGEP en Europe, la présidente Marcelle Sondé. Je veux dire merci aussi à toute son équipe, sa belle équipe, à Josiane Dubeux que je connais, et à toutes ces dames magnifiques qui sont là. Et je suis particulièrement fier d'être là. Et à beaucoup d'égards, fier d'être choisi en tant que parrain, mais fier de faire partie de cette communauté, au-delà de l'engagement politique que nous avons ensemble, de l'idéologie qui nous guide dans ce que nous voulons faire. Il y a un lien humain qui nous lie. Quand je vois de Philippe qui est là, certaines personnes, il y a toujours un grand plaisir à se retrouver. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes du COGEP nous donnent l'occasion de nous retrouver encore. Elles nous enfantent. Elles redonnent vie à notre parti. Parce qu'en réalité, quand le président du parti s'est éloigné de l'Europe, quand il s'est repositionné en Côte d'Ivoire, les activités du parti ont traîné. Il faut encore les femmes pour nous remettre sur les rails. C'est de la vérité. Je ne suis pas... Je veux vous dire merci. Merci de l'initiative, merci de l'opportunité, merci de la tribune que vous offrez. Les discussions, vous avez pu le remarquer, là, elles vont bon train. Et nous autres, COGEP, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Et je bien apprécier, oui, bien sûr. J'ai fortement apprécié les dernières interventions des jeunes dames. Et surtout, l'intervention dans laquelle l'intervenante disait on ne cherche plus notre place en tant que femme, on l'a déjà. Parce que vous l'avez déjà en réalité. Votre place, elle n'est plus à chercher. Certainement, ce que vous faites aujourd'hui, c'est d'inspirer celles qui ne l'ont pas encore. Et malheureusement, dans le monde, il existe encore des contrées où certaines femmes n'ont pas encore la place qui leur est due. Donc c'est cette inspiration que vous faites, c'est cette sensibilisation que vous faites. Donc, encore une fois, merci. C'est un grand plaisir de collaborer avec vous. Hein. Et puis, pour terminer, je parlais un peu
Et pour l'être moi-même, je sais que ça demande énormément de sacrifices. Pour un homme, c'est beaucoup d'heures de travail. Pour une femme, ça sera 2 fois plus. Parce qu'elle disait tout à l'heure, le travail, les contraintes au travail et les contraintes à la maison. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit en Afrique, en Asie ou en Amérique, la capacité de la femme à faire plusieurs choses, l'homme ne l'a pas. Donc, on vous dit, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Plus que nous. On est toujours derrière. Merci à Stéphane Cogep. Merci au Deluxe. Merci à Raphaël et à toute son équipe qui nous reçoivent. Merci à tous. Merci de nous avoir invités. Merci parrain. Merci parrain VP MLCOU. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton mot de fin, si je puis dire. Et de là, nous tirons à notre fin, notre journée tire à sa fin, hein. Elle tire à sa fin. Elle tire à sa fin. Du coup, c'est vraiment, vous voyez, on est tellement bien qu'on n'a pas envie de partir. What time is it? What time is it? Voilà, donc on va clôturer. Oui, la fin du panel. Le panel est fini, mais je l'ai déjà annoncé. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Mais donc, dans ce cas, nous demandons à notre VP. VP Jean-Claude Niawa, vice-président, président du Conseil européen. Je te salue. Merci. Et je te laisse. Merci. C'est une conclusion, hein. Mais c'est aussi politique. Je voudrais saluer le VP Enekou, votre parrain, saluer la présidente Marceline Soundé qui nous donne cette occasion. Elle et ses collègues vice-présidentes qui sont venues de la Suisse, de l'Europe et même de l'Allemagne, de la France. Je voudrais aussi saluer tous les camarades du COGEP qui sont là et saluer aussi nos invités, ceux qui ne sont pas COGEP mais qui ont trouvé à cette journée une journée symbole pour pouvoir parler de cette inégalité, tout à l'heure je l'ai dit, anthropologique, due au fait de ce que je peux appeler ce malin masculin qui veut que l'homme domine. Et toutes les sociétés où l'homme a dominé sont toujours en retard. Je vais citer, parce que vous parlez seulement des sociétés africaines, mais il y a des sociétés aussi asiatiques. L'Arabie Saoudite, le monde arabo-musulman, où la femme joue un second rôle. Donc, pour ces femmes qui ont trouvé cette journée, une journée symbolique pour pouvoir parler des droits et de la justice, mais en même temps de l'action de l'homme et de la femme pour qu'il y ait équilibre pour le bien-être de la société dans laquelle nous vivons. Je l'ai dit, la femme, c'est elle qui enfante, c'est elle qui donne vie. Une fois elle finit de donner vie, c'est elle qui est encore derrière. Vous voyez un peu, c'est au-delà de l'injustice même, c'est méchant. C'est méchant. Et moi, je suis un produit de la justice qui a été équilibrée. Parce que, oui, je suis un enfant du village. Mon père était le seul dans le village à avoir une seule femme.
d'abord, ça c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des femmes députées en Afrique qui veulent que vous n'ayez pas de droits où on parle de polygamie. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Hein? Avoir des enfants de mères différentes, quand tu n'es plus là, c'est des conflits. Parce que vous n'en avez pas parlé aussi. Et donc, je disais, ma maman était le premier ministre de la maison. Le papa travaille, c'est ma maman qui doit m'emmener à l'école. Je suis un enfant du village, je suis né dans une héritière. Pour vous dire, oh, combien de fois mes parents étaient analphabètes. Mais ils ont compris que c'est ensemble que vous réussissez à éduquer des gens. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est pour saluer la femme. Et à travers ma vieille qui n'est plus. Venu de rien, papa cultivateur, maman ménagère, je suis sorti de l'université à 26 ans avec un CAPES, professeur d'allemand, avant que je ne vienne en Europe ici. Ça, c'est l'action de la femme. C'est l'action de la femme. Donc, oui, vous avez des capacités. Et nous, au COGEP, on le reconnaît. C'est pour ça que le gremium de notre parti est regorgé de femmes. Nous ne sommes pas dans ce quota de 30%, non. C'est pour ça que nous sommes d'accord avec cette dame qui vient de dire que vous avez votre place. Il suffit de confirmer. Et en confirmant, vous donnez de la place, vous donnez de la force. C'est pour ça que je vous appelle l'autre force du COGEP, qui est l'union des femmes du COGEP, surtout en Europe. Donc, réveillez-vous. Vous qui n'êtes pas encore réveillés, il faut oser. Vous avez posé des problèmes. Parce qu'on est en train de conclure, donc je dois donner un peu des pistes de réflexion. Problèmes que vous devez résoudre concernant Charles Blé Goudé. Vous avez ça. Vous êtes en Europe ici. Vous avez la Commission européenne qui est ici. Vous avez l'avocat de Charles Blé Goudé qui l'a défendu pour la même cause qu'il a encore condamné en Côte d'Ivoire. Alors qu'ici, il a acquitté. Un acquittement en justice, ce n'est pas un non-lieu. Acquitté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais te convoquer au commissariat pour le même problème. Parce que la justice internationale, c'est quoi? Sa capacité est due au fait qu'un État lui dise: moi, je ne suis pas en capacité de juger mon concitoyen, prends-le, juge-le pour ses faits. C'est ce qui a été fait ici. Charles Blé a été acquitté. Il arrive à Abidjan, il est condamné pour 20 ans. Donc vous devez demander une information à cet avocat. Ça, c'est une action. Il y a le Parlement européen. Il est ici, à Strasbourg.